دايما هذا الموضوع بيكتب فيه فيبرونات كهما دي فيبرونات. اليوم بقى في الحبس. عندك شيخ كبير لا عندي ما قلنا شوية. نبدأ سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est avec un grand plaisir que nous allons aujourd'hui assister à la soutenance de l'habilitation universitaire de notre collègue Dr Bouchrit Septi, maître de conférence classe B à l'université de Delma, département de génie mécanique. Nous avons les rapports des experts. Donc on va vous écouter pour nous présenter ce que vous avez fait, votre parcours de recherche, votre parcours pédagogique, et on aimerait bien aussi entendre ce que vous pouvez nous apporter en termes, ce que vous proposez en termes de continuation des thèmes de recherche que vous avez développés. Merci, vous avez tout le temps nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre du jury, honorable assistant, salam alaikum. Avant de commencer, je tiens à remercier les experts qui ont examiné mon rapport d'habilitation, en particulier le professeur Moualem Kiskes de l'Université Farhat Abbas, Mohamed Atmaniel de l'Université de Guelma et le professeur Saleh Goufour de l'Université de Guelma aussi. Je tiens aussi à remercier les membres du jury qui ont honoré le jury de soutenance de mon habilitation. Donc, en particulier, je commence par M. Chéri Kemal, professeur à l'Université à Naba, professeur Haddad Al-Kir de l'Université de Guelma et le docteur Salim Hadi de l'Université de Guelma. Pour commencer, j'ai essayé d'organiser le plan de mon exposé selon le plan suivant. Donc, premièrement, je vais commencer par les diplômes et carrières universitaires. Ensuite, mes activités pédagogiques, aussi le cours élaboré sous forme de polycopie pédagogique. Ensuite, je vais vous exposer mes activités de recherche, que ce soit avant ou après la thèse. Et finalement, je termine par la production scientifique durant ma carrière universitaire. Donc, en 1990, j'ai eu mon baccalauréat série mathématique au lycée Mahmoud Ben Mahmoud de Guelma, ce qui m'a permis de s'inscrire en première année transformation en technologie à l'université de Guelma. En mars 1996, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État en optique et mécanique de précision, option conception d'appareil, Université Farhat Abbas de CITIF. 4 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de magistère en optique et mécanique de précision, toujours au sein de la même université. Et en 2009, j'ai obtenu mon doctorat en optique et mécanique de précision, toujours à l'université Farhat Abbas de CITIF. Donc, ma carrière universitaire a commencé en 2002 en tant que maître assistant stagiaire à l'université Abdelhamid Ben Badis de Moussa Diagam. Puis, en tant que maître assistant de classe A en 2003, toujours au sein de la même université. En 2006, je suis maître assistant chargé de cours, toujours au sein de la même université. En 2009, après ma soutenance de doctorat, je suis promu au grade de maître de conférence de classe B, mais à l'université de Guelma. Pour les responsabilités administratives, donc de 2010 jusqu'à 2013, j'ai été adjoint chef de département chargé de la pédagogie. De 2013 jusqu'à ce jour, je suis chef de département du département de génie mécanique. Concernant les stages, donc j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages. Je vais citer les plus importants qui m'ont aidé à achever ma thèse de doctorat. Donc en 2007, j'ai eu mon premier stage au laboratoire de mécanique de fluide et acoustique de l'école centrale de Lyon sur la vélocimétrie par image des particules. En 2008, dans le même laboratoire sur l'application de l'holographie numérique à la PIV.
Et en 2009, toujours au sein du même laboratoire, sur le thème adaptation du montage holographique digital hors axe à devis que nous avons conçu à la veine à eau du LMFA, et en 2010 sur la mise au point d'une nouvelle technique basée sur la polarisation de la lumière. Bon, depuis mon recrutement à l'université de Mostaganem, j'ai assuré plusieurs cours étudiés. Je vais citer par exemple l'optique physique, c'est un cours TD et TP destiné aux étudiants de deuxième année optique et mécanique de précision de 2002 jusqu'à 2007. Le cours de construction mécanique, cours étudié pour les mêmes étudiants. Organisation du travail industriel, c'est un cours destiné aux troisième année DEA. Et construction d'appareils optiques pour les étudiants de troisième année DEA. J'ai assuré aussi le TP de mécanique de fluide, le TP de DAO et le cours de mécanique analytique pour les étudiants de troisième année licence politique. J'ai assuré aussi ici à l'université de Guermantes les TP de méthode numérique, les TP d'RDM et le TP moteur. En plus du cours sécurité industrielle pour les étudiants de deuxième année maintenance industrielle, cours étudié méthode et outils pour expérimentation scientifique pour les étudiants de deuxième année master maintenance industrielle. Aussi, j'ai assuré le cours de dynamique, vibration et dynamique des structures pour les étudiants de première année master construction mécanique. J'ai assuré aussi le TP informatique et le TP méthode numérique, en plus du cours optimisation destiné aux étudiants de première année master construction mécanique. L'encadrement, j'ai assuré 13 encadrements répartis comme suit, 5 DEA à l'université de Mostaganem, option optique et mécanique de précision, 5 masters ici également répartis entre l'option construction mécanique et maintenance industrielle et 3 licences construction mécanique. Le cours que j'assure pour les étudiants de première année master construction mécanique m'a permis d'élaborer un polycopie pédagogique. Ce polycopie est intitulé cours d'optimisation. Il est organisé en 4 chapitres. Donc, le premier chapitre traite de l'optimisation linéaire. Le deuxième chapitre, l'optimisation non linéaire sans contrainte. Le troisième chapitre, optimisation avec contrainte. Et le dernier chapitre traite les méthodes d'optimisation stochastique. Les activités de recherche. Donc, en plus des activités pédagogiques, j'ai effectué plusieurs travaux de recherche, que ce soit pendant la thèse et aussi après la thèse. Donc, je commence par les travaux de thèse. Bon, les objectifs visés, c'était le développement d'une méthode numérique de reconstruction des hologrammes à transformer de Fourier fractionnaire, comme premier objectif. Le deuxième objectif, c'était la proposition d'un montage optique basé sur la configuration hors axe. Pourquoi? Pour surmonter les problèmes, les inconvénients du montage en ligne et en particulier l'extraction des positions tridimensionnelles des objets holographiques. Donc, pour le premier objectif, c'est-à-dire le développement d'une méthode de reconstruction numérique à transformer de Fourier fractionnaire, j'ai adopté la méthodologie suivante. Donc, partant de l'équation de reconstruction des hologrammes, qui est donnée par l'expression suivante, donc cette expression n'est autre que, cette expression est déduite de l'intégrale de Kirchhoff, bien sûr, après l'introduction des approximations dites de Fresnel et de Fraunhofer. Donc, cette expression peut être regardée comme, le deuxième diagramme, comme un facteur de propagation de la lumière qui n'affecte que l'intensité de la lumière des hologrammes. À l'intérieur de l'intégrale peut être regardé comme la FFT à deux dimensions de la transmittance de l'hologramme qui est H et l'onde de référence qui est R. Le tout sera multiplié par un facteur de phase quadratique. Donc notre objectif est d'introduire la transformée de Fourier fractionnaire à la place de la transformée classique, soi-disant classique. Donc la transformée de Fourier fractionnaire peut être définie comme étant une généralisation de la transformée de Fourier rapide. Alors, pour cela, nous avons adopté les démarches suivantes. Donc, on a introduit un petit changement de variable. Ce changement de variable peut être regardé comme étant une réduction de l'image. Donc,
avec bien sûr d'I', c'est la distance de reconstruction de nos plans de Fourier fractionnaire, et phi, c'est la phase, elle est définie par A fois pi sur 2, avec A, c'est l'ordre fractionnaire de la transformée de Fourier qui varie entre moins 1 et plus 1. Alors, donc, après simplification, nous aurons l'expression suivante. Donc, avec f, c'est une constante, elle dépend de la taille pixel de la caméra CCD, le nombre de pixels, la longueur d'onde du laser utilisé et la distance de propagation. Après discrétisation de cette équation et la mise au point d'un programme de reconstruction numérique, nous avons adopté le montage suivant pour la validation de notre approche. Donc, le montage adopté pour la validation est constitué du système suivant. Donc, un laser à argon émet un faisceau parallèle qui est divisé en deux parties. Une partie éclaire une cellule en quartz dans laquelle sont plongées des particules de diamètre de 200 micromètres en agitation. L'autre onde sert comme onde de référence. Donc, les deux ondes s'interfèrent au plan de la caméra CCD, donnant lieu à cette image-là qui est donnée par la figure 3.14. Donc, après l'application de notre approche, nous aurons l'image de la figure 3.17 où on voit clairement des particules en suspension à l'intérieur d'un fluide. Donc, la problématique ici, c'est que lors de la reconstruction des particules, c'est-à-dire on doit former l'image tridimensionnelle de la particule, c'est-à-dire reconstruction plan par plan, comme le montre la figure, on n'aura pas une image sphérique, soi-disant sphérique des particules, mais on aura sous forme de bâtonnet. Donc la localisation en profondeur, c'est-à-dire suivant l'axe Z, sera difficile. Ce problème est dû principalement à la taille du capteur, c'est-à-dire pour le moment nous avons des capteurs de taille de 2,2 micromètres. C'est une taille reste très grande par rapport au film classique. Donc ce qui rend bien sûr la localisation en profondeur difficile. Donc ici, c'est à peu près une coupe de l'image, comment on peut voir l'image d'une particule. Donc c'est un allongement au lieu d'un point dans l'espace Z. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons proposé ce montage suivant. Donc, le montage est constitué d'une source laser à argon qui émet un faisceau parallèle. Donc, le faisceau sera divisé en deux parties par un cube séparateur. La première onde qui passe directement éclaire la vie directe de la cellule en quartz. L'autre partie sera divisée encore une fois. Elle éclaire l'autre vie orthogonale. Et la troisième onde passe directement au plan de la caméra CCD. Donc, au plan de la caméra CCD se forme un champ d'interférence de 3 ondes. Donc, mathématiquement, ce champ d'interférence est exprimé par l'équation suivante. Donc, après développement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un terme qu'on appelle ordre 0. C'est un terme qui ne contient aucune information. Et deux termes, l'ordre plus 1 et l'ordre moins 1. Donc l'ordre moins 1 correspond à l'image virtuelle, c'est une image déformée, elle ne sert à rien aussi. Et l'autre ordre, c'est l'image réelle, c'est-à-dire on doit voir notre image comme elle est. Alors voilà, c'est les résultats de l'application de notre approche. Donc on voit réellement qu'est-ce qui se passe. Donc l'ordre 0 plus les ondes réelles et l'onde virtuelle. Le champ enregistré par la caméra CCD est donné par la figure suivante. Donc, c'est la transmittance de l'hologramme contenant l'information du devis. Donc, on ne peut rien voir ici. Après l'application de notre programme, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ordre 0 et l'image réelle dans laquelle on peut faire nos traitements et l'image virtuelle qui est un petit peu déformée. Alors, maintenant, le principe de correspondance des devis. Donc, puisque nous avons une vue directe et une vue orthogonale, il suffit maintenant de faire intersection entre les deux vues pour arriver à localiser les particules, c'est-à-dire en profondeur. Le principe est le suivant. Donc, détermination des coordonnées Z, Y, X du centroïde de la vue verticale. On fait la même chose sur la vue directe. Et ensuite, formation d'une seule distribution 3D par fusion et correspondance des deux vues. Donc l'image à côté, elle explique à peu près le principe. Alors,
ici, c'est le principe de reconstruction plan par plan. Donc, c'est-à-dire, je change les distances, je vois à peu près les dimensions, les images nettes dans un plan. Par contre, elle n'est pas nette dans le plan, c'est-à-dire, je ne suis pas localisé au bon plan. Donc, à la fin, nous aurons la répartition suivante. Donc, c'est une image tridimensionnelle dans laquelle on voit des particules qu'on peut les localiser suivant les trois directions X, Y et Z. Alors, en deuxième lieu, nous avons traité le taux des particules extraites. Donc, pour cela, nous avons adopté le taux d'obscuration donné par Royer. Alors, d'après ce critère, si le taux d'obscuration est inférieur à 1%, nous aurons un hologramme de bonne qualité. Par contre, si le taux d'obscuration est entre 1 à 10%, on aura un hologramme de qualité moyenne. Et si le taux d'obscuration est supérieur à 10%, on aura un hologramme de mauvaise qualité. Ici, nous ne sommes intéressés qu'à l'influence de la densité des particules sur le taux d'extraction, pour des taux d'obscuration entre 1 et 10%, permettant d'avoir un hologramme de qualité moyenne. Alors, le tableau suivant résume les différentes densités étudiées. Donc, d'après ce tableau, on remarque que le taux d'extraction, pour une densité entre 1 à 10%, le taux d'extraction varie de 83 jusqu'à 87, ce qui répond aux exigences de la PIV. Donc, nous, notre objectif, c'est un complément de la technique de la PIV. Alors, conclusion, nous avons donc étudié la transformation du Fourier fractionnaire et sa relation avec l'intégrale de Fresnel pour décrire le phénomène de diffraction dans l'espace libre. Cette étude nous a permis de développer une relation plus générale que celle trouvée dans la littérature. Nous avons montré également que son implémentation expérimentale et numérique n'exige aucune condition restrictive en ce qui concerne l'angle de la transformation. Le problème de localisation et d'extraction des positions tridimensionnelles des particules a été aussi abordé dans ce travail. Partant du fait que la résolution transversale est beaucoup plus meilleure que la solution longitudinale dans l'holographie digitale, nous avons apporté une contribution basée sur l'enregistrement des deux vues orthogonales sur le même support et en même temps. Après la restitution numérique par transformée du Fourier fractionnaire de chaque vue, nous obtiendrons deux volumes suivant deux axes orthogonaux. La superposition de ces deux volumes permet de surmonter le problème de profondeur de champ de l'holographie digitale et donc de localiser des particules aux profondeurs. Enfin, nous avons étudié le taux d'extraction des particules par la méthode proposée en fonction de la concentration. Les résultats trouvés semblent être prometteurs et les techniques de corrélation d'images utilisées en PIV peuvent y être appliquées. Bon. Après la thèse, j'ai effectué d'autres travaux en dehors de ma thèse. Donc, le premier thème abordé, c'est l'identification d'un défaut structural surfacique à partir des signaux des efforts de coût. Dans ce travail, une nouvelle approche est proposée pour l'étude de la stabilité des disques présentant un défaut lors du tournage. On considère que l'outil est rigide, par contre la pièce subit une déformation. Par contre, la pièce subit l'autre sens. Voilà. Par contre, la pièce subit une déformation. Par conséquent, une vibration auto-excitée, appelée phénomène de broutement, apparaîtra, donc ce qui entraîne un mauvais état de surface, usure prématurée de l'outil et un bruit indésirable. Donc, on considère les défauts structurels comme les fissures et les inclusions dures masquées à l'intérieur de la matière et qui peuvent être apparues à partir sur la surface usinée. Donc, pour cela, nous avons considéré comme défaut, nous avons créé comme défaut, créé volontairement une rainure de profondeur de 2 mm sur la surface cylindrique du disque, et ensuite on enregistre les trois composantes des efforts de coupe. Alors, les cas étudiés sont les suivants. Donc, le premier cas, disque ne présentant aucun défaut, tournant à une vitesse de 1400 tours par minute, disque avec un seul défaut, tournant à une vitesse de 710 tours par minute, et un disque avec deux défauts, tournant à une vitesse de 355 tours par minute.
Donc, bon, c'est-à-dire, on a gardé l'avance et la profondeur de passe constante. Par contre, on a changé seulement la vitesse de coupe. Donc, la figure 4 montre le spectre de la composante Fz de l'effort de coupe. C'est-à-dire, dans cette figure, on remarque que des fréquences de rotation avec un très grand nombre désarmements. Donc, ce résultat montre que le disque ne comporte aucun défaut. Par contre, la figure 5 présente en plus des fréquences de rotation et 6 harmonies, présente une modulation caractérisée par des bandes latérales autour de la fréquence 588. C'est la fréquence due au phénomène de broutement. Les mêmes remarques ont été constatées sur la figure 6, même signature, mais l'amplitude est plus élevée par rapport à la figure précédente. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une analyse temps-fréquence pour cette étude. Bon, pour l'analyse temps-fréquence, nous avons utilisé la formulation de la transformée de Fourier fractionnaire à court terme. Donc, la formule est donnée par l'expression suivante, où nous avons défini les différents paramètres nécessaires à son exécution. Alors, la figure 7 montre le spectrogramme de la composante Fz de l'effort de coupe K1, c'est-à-dire disque sans défaut. Dans cette figure, il y a une répartition fréquentielle suivant l'axe X identique dans tout l'axe des X. Par contre, il y a apparition d'une bande de fréquence au-dessus de 500 Hz, plus intense au début, puis elle disparaît juste au-delà de 0,2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a, au début de mesure, il y a un phénomène de broutement, puis les images deviennent stables. Alors, pour le troisième cas, c'est un spectrogramme de la composante de l'effort de coupe Fz, cas d'un seul défaut. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des impacts régulièrement espacés de 0,045 secondes, correspondant à une vitesse de rotation du disque de 710 tours par minute. En plus, une bande fréquentielle au-dessus de 500 Hz très dense. Voilà, figure 9. Le spectrogramme de la figure 9 de la composante de l'effort ZK du disque numéro 2 présentant deux défauts. Ici, on remarque des séries de deux impacts espacés d'une période de 0,162 secondes, correspondant à une vitesse de rotation de 300 tours par minute, décalés l'un de l'autre de 0,044 secondes, ce qui correspond à un quart de tour où les défauts, c'est-à-dire, sont graves. Alors, conclusion, l'analyse des signaux traités a permis de détecter le phénomène de broutement lorsque celui-ci se produit dans les domaines fréquentiels et on a pu mettre en évidence les impacts correspondant au contact de l'outil avec les défauts dans le domaine fréquentiel. Donc, le thème numéro 2 abordé dans mes travaux de recherche, c'est le tournage à sec de l'acier inoxydable ou bien de l'acier AIC 304. Dans ce cas, nous avons fixé trois objectifs. Donc, le premier objectif, c'est l'étude de l'évolution de l'usure du carbure de TJC de 2015 et la modélisation des performances des usages, c'est-à-dire à savoir la rugosité, l'effort de coupe, les forces de coupe spécifiques, la pression de coupe et le taux d'enlèvement de la matière. Et en plus de l'optimisation des paramètres d'usinage en utilisant l'approche de désirabilité. Les conditions de coupe pour mener à bien nos expériences, nous avons choisi les conditions de coupe montrées par le tableau ci-dessus. Alors, les résultats et discussions. Donc, analyse de la variance. L'analyse de la variance a montré que RA est beaucoup plus affecté par l'avance. Par contre, l'effort de coupe est affecté par la profondeur de passe et suivi par l'avance. L'effort de coupe spécifique est affecté par
l'avance, puis la profondeur de passe, et finalement la puissance de coupe, elle est affectée par la vitesse de coupe, suivie par la profondeur de passe, et enfin l'avance. Voilà, en ce qui concerne les modèles mathématiques trouvés, d'après le coefficient de corrélation qui varie entre 0,88 à 0,98, on peut dire que nos modèles sont presque parfaits. Cela est justifié par les courbes de comparaison entre les valeurs prédites et les valeurs mesurées. En plus, voilà. En plus de la représentation tridimensionnelle de la rugosité de surface et des efforts de coupe, là on peut dire que la représentation tridimensionnelle est totalement en concordance avec les résultats trouvés par l'analyse anode. Alors, pour la confirmation de nos modèles mathématiques, nous avons fait un test de confirmation. Les points choisis sont des points en dehors du point expérimental pour la validation de notre modèle. Donc, d'après ces expériences, nous avons constaté que l'erreur relative pour la rugosité de surface varie de 0,45 à 4,48%. Pour l'effort de coupe, elle varie de 2,84 à 7,86%. Pour le cassé, elle varie de 0,35 à 6,93%. Et pour PC, elle varie entre 3,48 jusqu'à 14%. Bon, l'objectif du tout industriel est d'avoir une productivité, une grande productivité et une qualité meilleure. Donc, un compromis entre la productivité et la qualité peut être atteint avec la combinaison donnée le tableau suivant, c'est-à-dire à une vitesse de 350, avance de 0,18 et une profondeur de passe de 0,01. Pour l'évolution de l'usure de l'outil et la rugosité de surface, donc l'usure en dépouille de l'outil est une mesure très importante pour la durée de vie des outils de coupe. Il se manifeste généralement sur la face avant des plaquettes de coupe. Pour l'évolution de l'usure en dépouille et la rugosité de surface en fonction du temps, nous avons utilisé une pièce de longueur de 400 mm. Nous avons fixé l'avance et la profondeur de passe. Par contre, on a étudié seulement l'influence de la vitesse de coupe. C'est-à-dire on a choisi deux vitesses de coupe, 280 et 330. Donc, l'étude de l'évolution montre qu'avec l'augmentation de la vitesse, l'usure aussi augmente. Pour une vitesse de 280 mètres par minute, l'usure de l'outil est estimée à peu près à 44 minutes. Par contre, pour une vitesse de 330 mètres par minute, on a remarqué qu'il y a un détachement du revêtement des plaquettes de coupe dû à une température bien sûr élevée, ce qui nous a permis d'estimer à peu près la durée de vie de l'outil à cette vitesse-là, à peu près à 24 minutes. Concernant les courbes de rugosité en fonction du temps, ils sont à peu près identiques à celles de l'usure de l'outil. Cela peut être expliqué par le fait que lorsque le temps d'usinage augmente, le frottement entre pièces et outils augmente, ce qui entraîne l'évolution de l'usure, les différents mécanismes de l'usure, ce qui entraîne par la suite la dégradation de l'état de surface. Alors, comme conclusion, les conclusions tirées de ce travail, donc la vitesse d'avance est le paramètre le plus important qui influence la rugosité de surface, la profondeur de coupe est le paramètre le plus important affectant la force de coupe, la vitesse d'avance et de profondeur de passe sont les paramètres les plus importants affectant la force de coupe spécifique. La vitesse de coupe, la profondeur de coupe et la vitesse d'avance affectent considérablement la puissance de coupe. L'optimisation des réponses montre qu'une qualité maximale entraîne une perte de productivité importante et vice-versa. Pour surmonter ce problème, un compromis est nécessaire entre la qualité des pièces et la productivité. L'usure en dépouille de l'outil en carbure revêté
augmente avec la vitesse et le temps de cours. Les résultats montrent qu'une durée de vie plus élevée, T à 44 minutes, est observée à une vitesse de 280 mètres par minute. À faible vitesse de coupe, on a observé aussi, c'est une observation pendant les expériences, que la formation des microsoudures, ce qui entraîne une détérioration de la rugosité de la surface de la pièce. Donc, maintenant, ma contribution durant ma carrière universitaire aux projets nationaux et de recherche, donc je cite les plus récents. Donc, le premier projet se tenait en pratique d'une pièce traitée superficiellement. Le deuxième, c'est l'étude semi-expérimentale de la dynamique des pièces minces en rotation, application contournage des disques et surveillance de l'évolution de l'usure des outils de coupe par l'analyse des efforts de coupe et des vibrations. Bon, pendant ma carrière universitaire, j'ai pu publier 4 publications, 2 qui font partie de ma thèse et 2 autres qui en dehors de ma thèse. En plus, j'ai participé à 24 conférences, dont 21 internationales et 3 nationales. Finalement, je termine par les perspectives de recherche pédagogique. Donc, premièrement, poursuivre et approfondir les travaux de recherche sur les images, et créer et diriger une équipe de recherche, participer à la conception de projets de recherche nationaux et internationaux, et élaborer de nouveaux copies de cours à caractère pédagogique. Bon, je vous remercie pour votre attention.